Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors, dans cette vidéo, on va parler un petit peu ensemble des rituels d'invocation qu'il existe dans ces différentes traditions et je vais vous proposer une analyse en fait différente peut-être de ce que vous avez déjà vu ou entendu sur ce sujet, avec une lecture prise sous un autre angle en fait. Alors il va de soi que, bon, vous avez certainement déjà entendu parler de ces rituels d'invocation, vous en avez déjà certainement fait vous-même, vous disant: «OK, tiens, je vais essayer ça, on me dit de faire ci, de faire ça et d'appeler telle ou telle entité ou déité». Alors du coup, selon les traditions, ce qu'on invoque en fait a des noms différents. Donc effectivement, il y a des déités, donc notamment des panthéons anciens, égyptiens, des archanges, ou alors des intelligences planétaires en lien avec la Kabbale, ou l'astrologie, des égrégores, donc des formes de pensée collectives. Je pense qu'il y a aussi des choses en lien avec l'arbre des séphirotes. Voilà, et puis bien entendu, il y a aussi le terme d'entité qui, pour le coup, est peut-être un peu plus vague vis-à-vis de tout ça. Bon, je vais reprendre un petit peu, l'approche et la définition, autour du chamanisme. J'en ai parlé hier un petit peu dans le live. Heu, dans son essence, on va dire profonde, ce qu'on appelle chamanisme, en dehors de tout contexte culturel, de toute croyance, hem et de toute culture donc voilà, oui. Eh bien, le chamanisme, c'est d'abord et avant tout une pratique de changement d'état de conscience, qu'on appelle aussi transe chamanique, pour entrer en contact avec les habitants ou des formes de vie ou des consciences, bon, qu'on appelle communément esprits. Ces esprits, selon les cultures et les traditions données, il y en a de différents types. Ok, donc on est d'accord que ce qu'on appelle esprit dans le cadre du chamanisme, ce sont les habitants, enfin ce qu'il y a dans le monde invisible. Ok. Et que la manière de les contacter se passe par une transe. Alors une transe favorisée par le chant, la danse, des formes de jeûne, des diètes, bien entendu. Bien entendu aussi, eh bien, la prise de certains psychotropes et le tambour, la percussion, qui est très largement utilisée à travers le monde. Fondamentalement parlant, je pose la question: quelle différence fait-on entre ce qu'on appelle des esprits dans le cadre du chamanisme et des entités, des déités, bon, plus dans le cadre de certaines pratiques dites ésotériques, des archanges, des intelligences planétaires et voire même parfois des égrégores? Quelle différence fait-on? À part le fait de les nommer différemment. Alors certains vont me dire: «Oui, mais la différence, c'est que la façon de les appeler, de les contacter n'est pas la même». C'est vrai. C'est toute la différence entre ce qu'on verra autour des rituels d'invocation et certaines pratiques plus en lien avec ce qu'on appelle le chamanisme. Mais fondamentalement parlant, je donc repose la question: quelle différence fait-on? À part la façon de les contacter? Ou plutôt, comment s'assurer, lorsque on pratique le rituel d'invocation en question, comment s'assurer qu'en fait, ce qu'on contacte est véritablement la chose qu'on contacte? Je vais vous prendre une allégorie, OK? On est d'accord que le monde invisible, par définition, s'appelle le monde invisible parce qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux. On n'a pas de moyens, directs de l'observer, autre que de passer par nos hautes perceptions sensorielles. C'est un autre sujet. Bon, enfin non, quoique c'est en lien, mais on part du principe que le monde invisible, il est donc invisible. OK, donc on voit pas très bien. On est un petit peu des aveugles là-bas. En plus, de base, nos sens physiques sont imparfaits et je vais vous dire aussi, nos hautes perceptions sensorielles sont aussi imparfaites.
parce qu'elles vont passer par différents filtres et notamment notre tissu psychique. J'en ai déjà parlé. Mais donc, ils sont imparfaits. Tous nos sens sont imparfaits. Donc, notre perception que nous avons du monde invisible, si subtile et si faible soit-elle, elle est donc imparfaite. Bon, eh ben alors mon raisonnement, c'est comment vous assurer de ce qu'on va contacter alors? Parce que si elle est imparfaite, c'est comme si vous rentrez dans une pièce, d'accord? Et le rituel d'invocation, c'est ça. Vous rentrez dans une pièce, bon, on part du principe que dans la pièce, il y a des choses, il y a des gens, sauf que vous voyez rien dans la pièce. Pratiquement rien, c'est l'obscurité. Alors vous avez une lampe torche, mais votre lampe torche, elle est, c'est un faisceau hyper mince et vous voyez pas grand-chose, quoi. Voilà. Bon. Vous faites votre rituel parce que vous êtes convaincu que le rituel que vous avez dans le livre en question, c'est une source sûre, il a été pratiqué pendant des siècles, voilà, c'est sûr et certain qu'en faisant ça, je vais contacter l'entité, ou voilà, bref, voilà. Il y a, c'est marqué sur le papier. Donc si c'est marqué sur le papier, forcément, si je pratique bien le rituel, il n'y aura aucun problème. Ok. Donc vous faites votre rituel pour appeler l'entité. Ah, j'appelle Osiris. J'appelle l'entité Osiris. Alors, je caricature un max, hein, parce que c'est pas dit comme ça, bien entendu. Je pense qu'il parle, il utilise d'autres langues, voilà. Mais grosso modo, c'est un peu ça, quoi. J'appelle Osiris. Osiris. Et à bout d'un moment, alors vous insistez parce que c'est pas, voilà, il faut mettre dans l'intention, il faut mettre de l'énergie psychique, je suppose, une énergie particulière. Donc vous insistez, au bout d'un moment, vous sentez quelque chose. Vous sentez une présence devant vous. Ah! Mais quel est votre réflexe? Ah bon, ça y est, je sens qu'il se passe quelque chose. Osiris est là. Alors, c'est une allégorie, c'est une mise en situation. Ok. Là, j'ai fait ça un petit peu en mode vraiment très caricatural. On est d'accord? Bon. Cela dit, dans le spiritisme, c'est la même dynamique aussi, hein. Encore plus même. Mais bon, pour moi, c'est la même dynamique. Donc, qu'est-ce qui nous assure dans ce contexte-là que nous avons bien ce que nous appelons Osiris devant nous? Je vais même un peu plus loin. C'est quoi Osiris? C'est qui Osiris? C'est quoi les déités sont quoi en fait, fondamentalement parlant? Elles appartiennent à des panthéons de cultures qui ne sont pas forcément la nôtre. De même pour certains archanges. On va me dire, oui, mais c'est dans la tradition chrétienne. Oui, ok, si vous voulez, mais bon. Et de même pour certains égrégores. La problématique de fond qu'il y a vis-à-vis de tout ça, c'est comment s'assurer, sur quoi on se base pour être sûr, en fait, de ce qu'on contacte. Hormis le fait que bah, c'est parce que c'est le rituel qui fait que. C'est un rituel d'invocation, donc on est sûr. Dans la pratique du chamanisme au tambour, en tout cas de ce qu'on apprend dans le corps chamanisme, on apprend à faire un voyage chamanique. On apprend à faire une transe. Et cette transe, en fait, cette transe chamanique, c'est une capacité, comment dire, une façon de projeter nos hautes perceptions sensorielles, quelque part. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ils vont faire le voyage chamanique, ça va être plus être quelque chose de visuel, et d'autres vont plus entendre un petit peu, comme si ça passait par leur canal de clairaudience. Voilà. Ok. Donc ce sont des extensions de ces perceptions-là. Mais quand on fait un voyage chamanique, on émet une intention, mais on n'invoque rien. On n'invoque pas de nom. On fait un voyage chamanique et on apprend d'ailleurs au départ à descendre dans le monde d'en bas pour rencontrer son esprit animal allié. C'est la base. Mais il n'y a pas d'invocation. On voyage. On émet l'intention de descendre et de voyager. Et d'ailleurs, parfois, certains ont du mal. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à voyager, plutôt, ils ont l'impression de ne pas voyager et ils rencontrent pas forcément de suite leur esprit animal allié. Mais lorsque la rencontre se fait,
il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a quand même un espèce de ressenti intérieur. Bon. De même que quand on va dans le monde en haut, c'est pareil, on va monter. Mais on va monter uniquement quand on a déjà pris contact avec notre esprit animal allié, en fait. D'accord? C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. On descend et après on apprend à monter le monde en haut. Le monde du milieu, on n'y va pas au début. On n'y va pas. Il y a un séminaire qui est consacré un peu plus au monde du milieu, c'est les esprits de la nature, où on va aller voir l'esprit d'un lieu, d'une plante, et on va travailler avec les éléments, mais pas plus. La raison pour laquelle on n'y va pas, et ça Michael Harner le dit, il dit clairement qu'en fait, la problématique, c'est que oui, quand on lui pose des questions, quand on lui pose la question de savoir est-ce que tous les esprits sont bons, eh bien, pas forcément. Pas forcément. La différence, c'est qu'on voit qu'avec la pratique, lorsqu'on descend dans le monde d'en bas, les esprits qu'on va rencontrer sont des formes plus animales. Ils n'ont pas d'intention propre. Lorsqu'on les rencontre, c'est vraiment une rencontre très... Il y a quelque chose de très, très instinctif derrière tout ça. De même, lorsque vous allez voir les esprits du monde d'en haut, certains sont très distants d'ailleurs, hein, ils sont très détachés de nous. Enfin bref. C'est toute la différence avec les esprits du monde du milieu. Et ça, Michael Harner le dit. Il dit, ben, en fait, y a-t-il des esprits malveillants? Oui, dans le monde du milieu, c'est-à-dire l'envers du décor du monde dans lequel on est. Les esprits, ils ont toute une gamme de personnalités. Exactement, c'est exactement la même chose qu'on trouve en fait dans la réalité ordinaire en fait. C'est-à-dire que vous avez des esprits de différents, enfin, vous avez des personnes pardon de différents types. Tout le monde n'est pas forcément bien intentionné. Alors après, voilà, il y a des gens qui le sont plus ou moins. Voilà, bon, enfin vous avez compris. Et ben c'est pareil dans le monde du milieu. C'est hyper grand le monde du milieu en fait. C'est hyper grand, c'est très large. Et ça englobe ça. Et la raison pour laquelle Michael Harner le dit, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec les esprits du monde du milieu. Parce qu'on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber, en fait. Encore une fois, je vous parle par expérience. Je vous dis ce qu'on apprend dans le corps chamanisme. Et quel rapprochement on fait avec l'invocation et le voyage chamanique. Eh bien, dans l'invocation, pour moi, fondamentalement parlant, vous allez pratiquer quelque chose qui va favoriser un changement d'état de conscience. Et vous allez demander à faire venir un habitant du monde invisible. Bah, c'est un esprit, en fait, pour moi, quelque part. Bah oui, que ce soit une entité ou une déité ou un archange ou comme vous voulez. Si c'est pas quelque chose qui existe physiquement dans notre monde, bon, bah alors c'est un esprit. Alors fondamentalement parlant, quelle différence peut-on vraiment faire entre ces rituels d'invocation et une forme de pratique chamanique? Plutôt une forme de chamanisme. Autre que le fait, on va me dire: «Oui, mais du coup, dans le chamanisme, il y a le tambour, il y a le tambour», c'est vrai, mais pas tout le temps. Dans d'autres cultures, c'est pas forcément le cas. Ce qu'il y a aussi dans d'autres cultures, c'est que il y a aussi une forme de méfiance par rapport aux esprits. Ils partent du principe qu'effectivement, il y a des esprits qui sont un petit peu retors, un petit peu malveillants, un petit peu voilà, bon. Alors comment s'assurer que on n'est pas face à un esprit qui se fait passer, par exemple, pour Osiris? Comment s'assurer de ça? Et je vais même vous dire une chose, je pense que dans les égrégores, donc ces formes pensées, qui sont alimentées par, l'intention et l'énergie commune, donc du coup certains diraient que: «Mais les déités, c'est les égrégores». Eh bien alors OK, alors si pour vous les déités sont des égrégores, dans ces cas-là, il y a un côté magnétique derrière. Et pourquoi vous l'invoquiez en fait? Souvent, les gens, ils vont l'invoquer pourquoi? Pour demander des choses, pour demander des privilèges peut-être, pour acquérir des choses. Donc on revient dans une forme de commerce avec le monde invisible. Dans Lovecraft, il y a un peu de ça, hein, dans les écrits de Lovecraft. Les cultistes, qu'est-ce qu'ils font les cultistes? Ils rendent des cultes à des esprits, enfin non, pas des esprits, à des créatures, venues d'autres dimensions qui sont considérées comme des dieux et ils pensent qu'en rendant un culte à Cthulhu ou à d'autres, je sais plus, il y a je sais pas combien de noms différents, bref
eh bien, ils vont avoir des privilèges ou accès à un certain savoir ou voire même des pouvoirs particuliers. On est loin pour moi, de la recherche de sagesse et de l'émancipation individuelle, voire de l'individuation. Parce que là, dans le cadre du cultisme, eh bien, on est vraiment dans le fait de se dévoyer complètement à cette entité, quoi. On cherche pas à devenir des individus libres, on cherche à se lier, en fait, à cette entité pour en acquérir des choses. Toujours pareil, qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce rituel d'invocation? Qui l'a écrit? Comment être sûr de ce qu'on va invoquer? Et pourquoi on le fait, en fait? Quelle est l'intention? Quel est le but? Lorsqu'on fait un changement d'état de conscience au tambour, ou un voyage, on va dire, qu'on dit chamanique, donc c'est-à-dire qu'en fait, heu, on ne nomme rien à l'avance, on explore et on voit ce qui vient. On émet une intention parce que c'est essentiel, on émet une intention pour aller dans une direction, mais après on ne nomme rien, on voit ce qui se passe. Ce que je viens de dire par rapport aux égrégores, par rapport à ces certains types d'entités, par rapport à ces esprits du monde du milieu qui peuvent avoir une aura, en fait. Ils ont une aura certains, ils ont une aura très magnétique. C'est très fascinant, en fait. Et du coup, on a l'impression que en rendant, se liant à eux, nous aussi, en fait, on capte un petit peu de cette énergie. Mais il y a un côté fascinant. C'est abordé dans le cadre de la FSS. On en parle à un moment donné. Voilà. Mais pas dans la formation, pas dans les séminaires de base, en fait. Parce que c'est pas ça la pratique du chamanisme est pas tournée vers ça, en fait. La pratique du corps chamanisme est tournée vers l'exploration du monde invisible, en suivant d'abord, dans un premier temps, un protocole qui évite de tomber dans certains types d'influences ou dans des pièges ou dans ce qui peut y avoir de problématique quand on ne sait pas ce qu'on invoque, en fait. Et en suivant ce protocole qui se base sur, eh bien, quelque chose de commun qu'on retrouve dans pratiquement toutes les traditions chamaniques à travers le monde, et ça, je vous en réfère aux travaux de Mircea Eliade sur la thématique de fond, sur le fait de descendre dans le monde d'en bas, de monter, bon bref. Et du fait de faire attention à certains types d'esprits. Alors vous allez me dire par rapport à tout ce que je viens de dire: «Oui, mais attends, là, en fait, c'est ce que tu nous dis, c'est exactement la même chose». C'est-à-dire, tu pars du principe que, ces esprits du monde en bas et les esprits du monde en haut, ils ont pas d'intention propre. Ils sont pas forcément, ils ont pas d'ego. Je vous demande pas de me croire, en fait. Effectivement, je ne demande pas de croire, je cherche pas à imposer, en fait, quelque chose, bien entendu. Je fais, une étude comparative, une étude analytique, je vais faire certains types de comparaisons par rapport à ça et j'inclus le fait que dans cette pratique, du chamanisme, Michael Horner avait bien conscience de ça et justement il a, proposé, ses premiers séminaires avec un protocole qui évite ça. Notamment parce que lui, il a rencontré des esprits, qu'on pourrait appeler des esprits donc ouais, du monde du milieu carrément et il en parle dans son premier livre, hein, La voix du chaman, quand il a pris de l'ayahuasca, il a rencontré des planeurs. Il appelait ça des planeurs, des ombres noires. C'était assez bizarre comme rencontre. L'explication que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que en passant par l'expérience, on se rend vraiment compte que, un esprit animal, quand on le rencontre pour la première fois, il y a quand même un côté vraiment, je vous dis, instinctif. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps, voilà et et cette rencontre, en fait, «change tout», en fait, entre guillemets. Parce que on a un peu une première validation, une c'est vraiment on rentre, en fait, dans ce monde invisible et le fait aussi que ce soit un animal, c'est tout simplement en lien avec notre constitution d'animal à nous aussi, en fait, tout simplement et en lien avec la dimension au niveau du modèle des 8 circuits de conscience entre le premier et le cinquième circuit,
on est clairement dans cette dimension animale, en fait. On est dans les fonctions biologiques de base, de survie et qui a un côté manifesté, physique et un côté un peu plus invisible. Conscience corporelle, au niveau du 5e circuit et tout ce qui est instinct, en fait. Instinct, mais dans le sens plus haute perception sensorielle, donc feeling. Donc ça fait sens effectivement que, avant d'explorer et d'aller plus loin, on essaie d'abord de consolider les bases, en fait. Et les bases, c'est ce qu'on est nous, c'est-à-dire des animaux. Voilà. En tout cas, pour revenir à ces rituels d'invocation et le parallèle qu'on peut faire avec la transe chamanique, c'est-à-dire le changement d'état de conscience pour contacter ce qui se passe de l'autre côté. Pour moi, et je reviendrai là-dessus parce que c'est le cœur du sujet de cette vidéo, c'est le rituel d'invocation en soi. Qu'est-ce qui nous assure que ce qu'on invoque par le nom est vraiment ce qu'on invoque, autre que le nom en fait? Si pour certains, c'est parce que, eh bien, le rituel en lui-même a déjà été validé par d'autres personnes avant, OK. Si pour certains, c'est parce qu'en fait, le rituel est suffisamment sérieux et bon, bah, OK, pas de souci. Simplement, moi, je pose juste la question et j'invite en tout cas les gens qui m'écoutent, donc j'invite vous les auditeurs à faire attention et à garder vos sens bien ouverts. Et quand j'entends le sens, j'entends une haute perception sensorielle. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre clairvoyance et votre clairaudience. Apprenez à développer ces sens, je vous le dis. Après, c'est que mon opinion, mais apprenez à suivre votre boussole intérieure. Elle n'est pas parfaite, rien n'est parfait, mais elle peut peut-être vous éviter des choses qui pourraient être problématiques. Voilà. Alors encore une fois, je veux pas tirer la sonnette d'alarme dans cette vidéo. Bien entendu, pour moi, il y a pas forcément de gros danger en soi. Simplement, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous allez en faire derrière. Par contre, je pense que un certain niveau, un certain stade de pratique, je pense qu'il y a quand même un petit côté proche de ce qu'on appelle le cultisme, qui dans certains cercles pourrait poser problème. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il suffit de faire des recherches par rapport à tout ça. Voilà. Parce que ces déités ou ces égrégores ou ces formes pensées, c'est quelque part, si c'est les formes pensées dans les égrégores, c'est nous qui les avons créées, d'accord? C'est nous les êtres humains. Donc on a mis de quelque chose, en fait, pour les créer. Donc quelque part, elles vont peut-être en demander encore plus. Et oui, toute cette question autour des offrandes. Donc offrande, donc on va donner quelque chose, on va peut-être donner une partie de son énergie ou donner des trucs pour, obtenir des choses en échange, donc du business. C'est du business. Et encore une fois, selon moi, hein, mais bon, il y a une différence de fond entre faire un voyage pour acquérir des informations sur soi-même, pour comprendre des choses, pour essayer d'être dans un meilleur équilibre, un meilleur alignement intérieur, une meilleure compréhension de soi, essayer peut-être effectivement de travailler sur le recouvrement d'âme, sur la partie extraction aussi. Eh bien, donc extraction, c'est enlever des choses qui ne sont pas nous, quoi. Eh bien, du coup, c'est un travail de connaissance de soi, en fait. C'est un travail intérieur. C'est pas un travail pour acquérir des privilèges, un titre ou des pouvoirs. Et donc, du coup, aussi, tiens, je vais terminer par rapport aux extractions chamaniques. Dans les extractions chamaniques, on enlève des énergies autour de la personne ou dans la personne qui ne sont pas elles. Eh ben, c'est très étonnant parfois. Parce que, alors encore une fois, je veux pas, vous inquiétez pas, il y a rien de dramatique, mais parce que en fait, il y a parfois des choses qui sont plus ou moins en lien avec le monde du milieu, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cultures dites chamaniques, il y a tout ce travail, entre guillemets, de nettoyage individuel, un petit peu de protection aussi parfois, voilà. Même si bon, faut pas non plus rentrer dans une espèce de paranoïa excessive vis-à-vis du monde invisible ou de ce qu'on pourrait appeler la magie noire, voilà. Mais
il faut savoir que c'est du bon sens de se dire que ces entités-là et ces esprits qui sont dans le monde du milieu, il faut juste faire attention, c'est tout. Il faut juste faire attention. Il faut, je pense, avoir un moyen de s'assurer de. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Quand je parle de tout ça, je suis pas en train de dire: «Voici la vérité». Non, simplement, je pose des questions, en fait, et je vous apporte mon opinion en lien avec mon expérience vis-à-vis de tout ça. La notion de vérité est beaucoup trop vaste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que faites-vous votre propre expérience, d'accord? Et validez après par vous-même, en fait, ou pas. En tout cas, pour revenir à cette question de l'invocation, c'est exactement pareil avec le channeling, hein. Les entités qu'on convoque. Alors du coup, maintenant, voilà, il y a des esprits quantiques, comme dit Laurent Hugeli, mais c'est une dénomination qui lui est propre, hein, à Laurent Hugeli, hein. Je l'aime bien Laurent Hugeli, mais je veux dire, il n'y a pas de traces dans les traditions, voilà, je veux dire, c'est sur quoi on se base, du coup, pour être sûr que ces esprits-là qu'on va contacter dans le cadre d'une canalisation sont des esprits quantiques ou autre chose? Voilà. Je pose, encore une fois, simplement la question. Et pour revenir par rapport à la canalisation, je pense que c'est très certainement et essentiellement un dialogue intérieur un peu projeté, en fait. Voilà. Il peut y avoir peut-être un contact avec un esprit du monde du milieu, peut-être, je sais pas. Mais quand on voit la structure de ce qui est dit, comment c'est déroulé, c'est clairement pour moi, ça fait penser vraiment clairement à un dialogue intérieur qui est projeté. Bah, du coup, j'en reparlerai tout particulièrement quand j'aborderai le sens de la clairaudience, parce qu'il y a un lien très net qu'on peut faire. Bon voilà, donc faites-vous vos propres expériences, hein, je veux dire, voilà, il y a faut pas non plus, avoir peur de quoi que ce soit, je veux dire, mais en tout cas, moi, je pose la question par rapport à ces rituels d'invocation et du parallèle qu'on peut faire entre ces rituels d'invocation et une certaine forme de pratique chamanique. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo, vous a plu et je vous dis très vite